va d'abord accueillir le maître de cérémonie pour cette cérémonie-ci, c'est Loïc Kouatarmanak. Je l'ai bien dit? J'ai bien dit. Il est breton, ce monsieur, non? Non? Il est breton. Il est breton. À moitié breton. Avec un joli prénom comme ça. Et tu l'as bien dit, bravo, parce que c'est pas tout le monde qui le prononce. Ma femme est bretonne, monsieur Toise, et j'assume. Entre collègues. Voilà. Monsieur est journaliste à la lettre pro. Alors, on va parler des meilleures performances sur le digital. Alors, voilà. Tu vas faire les présentations, mais il y a quand même une personne qui est là. Mesdames et messieurs, je vous dis, c'est un honneur qu'il soit là. Alors, c'était son boss, mais son boss, il s'excuse, il est malade. Karim n'est pas présent de RMC, Karim Nedjari, mais il a envoyé pour moi le roi du podcast. J'ai eu cette chance de travailler au début de ma carrière dans l'after avec monsieur Daniel Riolo. Et je pense qu'on peut l'applaudir très fort. Applaudissements. Ah bah oui, quand même. Hein. Bonjour. Bonjour Daniel. Rebonjour. Nous avons donc Radio Nova qui est là avec nous, avec son directeur général pour toute la France. Eh ben oui, Frédéric. Bonjour Frédéric. Frédéric Antelme, on peut applaudir très fort. Et nous avons Radio France qui est avec nous, avec en l'occurrence son directeur éditorial, la plateforme, monsieur Erwan. Tiens, c'est aussi breton ça, Erwan. Mais on est envahi, hein. Erwan Gaucher, je te laisse la parole, mon cher Loïc. Merci beaucoup, bonjour à tous. Alors, le digital est partout, sur nos téléphones, sur nos box. Maintenant, on écoute la radio avec son téléphone. Peut-être, je ne sais pas, je vais me faire des ennemis, peut-être la fin de la FM ou du DAB. Ça va crier. Bonjour à vous trois. Alors, petite présentation de chacun. Qu'est-ce que vous faites justement dans vos radios respectives sur le digital? On va commencer peut-être par Frédéric. Alors, avant qu'il prenne le micro, il y a un très très bel article sur Radio Nova dans le dernier numéro de la Lettre Pro de la Radio qui est dispo sur le salon, que vous avez peut-être sous le bras en ce moment à lire. C'est... Écrit par vous, je crois, non? Il me semble. Je pense que c'est pour ça, en fait. C'est ça. Et il y a de très beaux articles à lire aussi. Alors, donc moi je dirige Radio Nova, oui. et nous avons une petite équipe digitale, donc composée de 3 personnes qui s'occupent aujourd'hui de la transformation des contenus divers et variés que nous produisons, que ce soit natifs ou ceux de la radio, sur nos écosystèmes, que ce réseaux sociaux, ainsi que dans nos applis. Voilà. Je crois que ça truste bien pour les web radios, pour les podcasts. Ça fonctionne très très fort en nombre d'écoutes. Écoutez, oui, on a eu on va dire un énorme coup de boost depuis le mois de septembre, mais qu'on avait déjà. En fait, on a eu plusieurs phases. On a déjà vu une progression qui se mettait en place depuis le début 2024. On a travaillé beaucoup sur le reformatage et l'amélioration de la proposition musicale de Nova. Et puis, effectivement, un énorme coup d'accélérateur à partir du mois de septembre, grâce à la fois à des nouvelles émissions dans la grille semaine, plus l'arrivée de l'émission de Guillaume Meurice le dimanche. Il y a une petite phrase que vous aviez, c'est Nova n'est pas... Je ne sais pas. Si, je retrouverai. Non, ce qu'on a travaillé, c'est qu'effectivement, ce qui a changé dans la proposition de Nova, qui était une radio contre-culture voilà. Par essence, c'est ça que je voulais dire. On a un peu travaillé sur l'équilibre entre marginalité, c'est-à-dire être en dehors du monde et de l'écosystème et de s'opposer au reste du monde. Là, on a réintégré Nova plutôt dans un écosystème global, mais en misant plus sur l'originalité que la marginalité pour arriver à être différent, proposer des contenus, une radio qui ne ressemble pas aux autres, sans s'aliéner, sans être trop loin de la préoccupation des auditeurs en général. Parfait. On va donner la parole à RMC peut-être, qui va nous parler un petit peu de sa force sur le digital. Qu'est-ce qui fait force à RMC? Alors lui, c'est France Info, France Inter, et moi, c'est RMC. Donc, je voyais que votre regard allait vers Erwan, c'est pour ça. Vrai. Donc, je m'appelle Daniel Riolo, je co-anime avec Gilbert Briouat depuis 18 ans maintenant l'After Foot, qui est, comme son nom l'indique, une émission d'après-match, qui est tous les soirs à l'antenne de 22h à minuit et les soirs de match de 23h à minuit. Et nous, on s'est rendu compte assez vite de la force du podcast, tout simplement parce que
quand on a commencé à nous dire c'est un peu difficile d'écouter la radio le soir à 22h ou à 23h, qui est chez lui un horaire aussi tardif et se met, comme on pouvait se mettre dans le passé, derrière un poste pour écouter une émission. Alors ça se fait encore, évidemment, et ça se faisait au moment où on s'est posé pour la première fois la question. Mais quand on avait les mesures d'audience, on a vite compris qu'en fait, l'audience, elle allait vers autre chose et qu'elle était en train de se transformer. Et effectivement, elle s'est vite transformée. Et nous, on s'est vite dit que si on s'en tenait uniquement au modèle traditionnel, c'est pas qu'on allait disparaître, mais en tout cas, on n'allait pas se rendre compte réellement de qu'est-ce qu'était notre audience. Et le podcast est devenu naturellement très important dans notre vie, à tel point qu'aujourd'hui, on pense presque plus podcast qu'on pense audience linéaire comme autrefois, à savoir qui sont les gens qui nous écoutent le soir entre 22h et minuit. Donc on a décliné l'offre podcast aujourd'hui avec certes l'émission traditionnelle qui fait 4 heures, puisqu'il y a également Génération After de 20h à 22h, puis l'After classique, on va dire de 22h à minuit. Mais on a non seulement découpé l'émission, mais en plus proposé toute une série de podcasts natifs où on va directement chercher l'audience en s'adressant à des niches, à des publics qui vont s'intéresser au football anglais, au football allemand, au football italien, et on en développe comme ça de plus en plus. Au moment de la CAN cette année, pour la première fois, on a fait un podcast Afrique qu'on va continuer à faire cette année puisqu'il y a une nouvelle CAN qui va se dérouler à la fin de l'année au Maroc, où nous serons, et c'est depuis le Maroc qu'on livrera non seulement notre émission traditionnelle, mais également un podcast qui tournera autour de cette compétition. On a également développé l'after à l'international, puisqu'on fait des tournées internationales, et quand on va... L'année dernière, on a fait l'Algérie, le Maroc. Cette année, on va faire le Cameroun. On va faire une grande tournée aux États-Unis à l'occasion de la Coupe du Monde des clubs. Même les États-Unis. Oui, on s'est rendu compte qu'on avait de fortes communautés dans certaines villes qui nous écoutaient, sûr, oui. Francophones. Et on va profiter du championnat du monde des clubs qui va se dérouler du 15 juin au 15 juillet pour aller sur place et aller face à notre public à qui on propose à chaque fois des podcasts particuliers. C'est aujourd'hui notre écoute principale, le podcast, on peut le dire, vraiment. Erwan, maintenant que j'ai mis un visage sur vous, que je peux vous reconnaître, que je peux vous regarder. Alors pour Radio France, nous on a un enjeu qui est pas forcément le plus simple, c'est de digitaliser des radios qui vont très bien. On a de la chance, on a des succès d'écoute sur la FM qui sont assez extraordinaires. Même quand on fait des passations entre équipes et qu'on a des talents qui partent vers d'autres, on arrive quand même à avoir ces succès-là et nous, on doit le transformer. Donc moi, mon rôle avec les équipes produits et marketing, évidemment, c'est de faire justement de la plateforme Radio France. D'abord, là pour le coup, on veut en faire la première plateforme de podcast en France. Tout confondu, même ceux qui ne sont pas des radios, et on pense aux mêmes géants. On a envie d'aller la titiller et on est en train d'aller les titiller très sérieusement. Et on doit commencer à digitaliser notre audience. On a un constat très simple, là pour le coup on se projette, j'espère le plus loin possible, mais à chaque fois qu'on a les médiamétries qui tombent, on est très 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 heureux de regarder nos chiffres, on se félicite, on sort le champagne, on regarde tous les micro-chiffres qui peuvent nous mettre du baume au cœur et se dire c'est super, mais il y en a un qu'on regarde aussi beaucoup, c'est la chute du média radio. Il y a de moins en moins de monde qui écoute la radio. Et ça, on ne peut absolument pas se cacher derrière des bonnes audiences FM pour se dire qu'il n'y a pas un risque de ce côté-là. Donc nous, notre enjeu, il est de faire que les 14, 15, 16 millions d'auditeurs qui écoutent France Inter, France Info, France Culture, je ne vous fais pas les 7 à chaque fois, mais toutes les antennes de Radio France chaque jour, ils commencent d'entrée de jeu à nous écouter sur le numérique, sur leur smartphone, dans leur voiture. Et Dieu sait que la question de la voiture connectée est vraiment quelque chose de central pour nous. Ils doivent commencer à nous écouter sur nos supports numériques avant d'avoir arrêté d'écouter au FM. Donc on n'est pas là pour faire un complément de la FM, on n'est pas là pour aller... Enfin, on est là aussi pour aller chercher ceux qui ne nous écoutent pas sur la FM, mais il faut vite que tous ceux qui ont l'habitude de nous écouter sur une chaîne, dans un poste de radio, sur une autoradio, n'importe quel, j'allais dire, appareil FM, se mettent à nous écouter sur notre plateforme. Donc il faut à la fois qu'on attire ceux qui nous écoutent déjà de façon à ce que sur la plateforme, ils retrouvent le plus vite possible ce qu'ils aiment bien écouter. Il faut qu'on aille chercher ceux qui n'ont pas l'habitude de nous écouter en FM. Et il faut en plus, si possible, que ceux qui viennent là trouvent ce qu'ils aiment bien, mais qu'on les fasse plonger dans un catalogue assez monstrueux de 3 millions de podcasts. Et ça, c'est vraiment le cœur, par exemple, de mon activité et de mon équipe.
Alors, ça me donne une idée de question. On parle là beaucoup de podcasts, mais du coup, finalement, est-ce qu'on va pas se Netflixariser avec la radio? Est-ce que c'est pas peut-être pas la fin du linéaire, mais est-ce que le linéaire n'est pas voué non pas à disparaître, mais à s'effacer tout doucement avec le podcast? Alors, pas forcément, c'est des usages différents, des usages complémentaires. Pour vous donner une idée, sur la plateforme Radio France, on a 90 millions d'écoutes en direct chaque mois. On a 80 millions d'écoutes en podcast. Donc en fait, c'est assez équilibré. Et c'est pas la même chose. Il y a des gens qui continuent d'être très intéressés. Je reprendrai le mot rituel de Nicolas Demorand. N'oubliez jamais qu'on est d'abord là pour donner l'heure et pour vérifier que quand Pierre Aski commence sa chronique, si je suis pas dans la voiture avec les enfants, c'est que je suis à la bourre. Donc le direct, il a encore quelque chose et il va continuer à vivre. En revanche, comment faire vivre du direct en digital? C'est une vraie question. On sait tous, et on a eu bien raison, de précipiter vers le podcast parce que ça offre des choses. On le disait, on pense podcast first maintenant, bien entendu, et on a raison. Mais le direct, on a, je pense, globalement assez peu travaillé l'expérience de direct digital, le stream de la radio, alors qu'il y a des choses assez formidables à faire et qu'il y a des vrais rendez-vous à donner. Alors le digital, c'est évidemment les podcasts, là on a longuement parlé de ça, mais c'est aussi les réseaux sociaux, c'est aussi les nouveaux modes de diffusion, c'est-à-dire Twitch, YouTube, TikTok qui a le vent en poupe, tout le monde est en train de scroller sur TikTok. Est-ce que vous êtes présent sur ces supports et qu'est-ce que vous en pensez, peut-être Frédéric? Alors effectivement, nous, ça fait vraiment partie, une partie essentielle de notre stratégie parce que nous sommes une petite radio et la vraie opportunité pour nous en tant que petite radio, c'est d'utiliser le reach que nous offrent les réseaux sociaux. Ce qui fait que dans le déploiement de la stratégie qu'on a mis en place depuis 1 an, on a créé plusieurs types de contenus qui viennent raconter l'histoire, en tout cas le positionnement de la radio autour des fondamentaux de Nova, c'est-à-dire son mix musical unique et on va dire différent de tous les autres. Donc on a des contenus natifs qui viennent enrichir et appuyer ce point-là. Et puis, on a beaucoup travaillé aussi sur des contenus, donc évidemment autour de la dernière, qui sont, on va dire, l'audience et le développement de ces contenus-là sur les réseaux sociaux sont dingues. On fait plus de 20 millions de vues par mois sur toutes les plateformes autour d'une émission, qui en plus viennent nourrir aussi le podcast, parce que le podcast ne fait pas moins d'audience parce qu'il y a des vues sur les vidéos. En fait, l'audience du podcast continue de monter. Donc on se rend compte, alors évidemment, c'est un show, je pense, unique, enfin, c'est-à-dire au sens, là, c'est qui est arrivé au bon moment sur une audience, etc. Donc je suis bien conscient que c'est quelque chose qui marche très fort et au-delà de ce qu'on de ce qu'on avait un peu imaginé. Mais donc ces différents contenus que l'on produisons pour nos réseaux sociaux viennent évidemment développer toute l'audience digitale qu'on monitore nous tous les jours. On a vraiment un dashboard qui nous permet de regarder combien de personnes sont connectées en permanence. Et on voit bien que c'est l'aller-retour entre les contenus digitaux créés pour les plateformes et les podcasts qui font on va dire un cercle vertueux. Comment on arrive à optimiser justement sur le digital, sur le podcast par exemple? Est-ce qu'il y a des méthodes? Est-ce qu'il y a des sujets qui parlent plus, qui trustent plus? C'est assez difficile de répondre à ça. Nous, de toute façon, on a une matière qui, a priori, intéresse les gens. Le foot, on délimite assez facilement le nombre potentiel de personnes qui peuvent nous écouter. On est dans un contexte un peu moins porteur en matière de football, puisqu'il y a une sorte d'invisibilisation du match. Les gens ne regardent plus. Vous avez probablement suivi l'actualité et le fait qu'aujourd'hui, c'est très difficile de regarder depuis que DAZN est le diffuseur. Et nous, on n'a pas senti de baisse, mais on a senti une déception. Les gens venaient un petit peu faire la fête avec nous après avoir regardé le match. On était un petit peu ceux qui venaient derrière pour en parler. Nous, on est collés à l'actualité. Et quand l'actualité, on ne peut plus la voir, on avait un petit peu peur que les gens ne soient plus là. Fort heureusement, ils sont pas partis, ils sont encore présents. Je ne sais pas si ça répond à votre question, mais... Voilà. Et alors, on a dans la salle, j'en ai vu, j'ai discuté un petit peu avec le monde qui est là, on a des podcasteurs qui sont là. Qu'est-ce que vous donneriez comme exemple pour réussir un bon podcast et à générer une audience?
J'allais dire trouver le public, c'est très bête. Dans un premier temps, j'ai l'impression qu'il faut trouver une niche, trouver une idée qui va plaire à un certain public pour ensuite élargir la communauté. Mais centrer très fort sur sa communauté au départ pour ensuite l'élargir. Mais j'ai l'impression que c'est le raisonnement que tiennent aussi tous les jeunes youtubeurs qui partent d'une idée précise où ils démarrent tout petit avec un groupe de gens et puis petit à petit ça s'élargit. Et j'ai l'impression que c'est comme ça que ça marche, mais je ne sais pas s'il y a une recette en fait. Hein. Je sais pas si je vous en pense avez. que c'est vraiment lié à la proposition d'un contenu original et unique. Et pour revenir pour la dernière, par exemple, je pense que le succès phénoménal est aussi lié au fait que sur cette époque-là, dans ce moment-là, avec un projet nouveau, bah, en fait, on trouve une audience. Alors évidemment, ça n'a rien à voir, ça, on est amplifié par une radio et une marque derrière, mais en tout cas, c'est cette originalité-là qui, à un moment, fait que ça décolle quand même. Oui, c'est de faire quelque chose qu'on ne trouve pas ailleurs. Voilà. Comment aujourd'hui on peut faire cohabiter le digital avec la radio traditionnelle tout en maintenant une cohérence et une identité propre, une marque propre? Il faut se caler sur le tempo de la radio. Nous, c'est devenu vraiment un leitmotiv auprès des équipes. Il peut facilement y avoir un petit hiatus qui se fait entre les gens qui sont derrière le micro, qui produisent la radio, et les gens qui font le digital. C'est pas les mêmes temporalités, c'est pas les mêmes objectifs. On a aussi des choses qui bougent énormément. Hein. Les réseaux aujourd'hui, c'est pas les réseaux d'il y a ne serait-ce que 2 ou 3 ans. Donc, par exemple, nous, on cherche plus à faire. Enfin, on cherche plus. On sait que c'est assez vain d'essayer de faire venir des gens jusqu'à nous depuis les réseaux sociaux. Ça marche plus. Il n'y a plus ce système-là. Ça ne vient plus jusqu'à nous. Donc ça veut dire qu'il faut concevoir des formats qui peuvent se consommer, et je n'aime pas ce mot, mais de façon indépendante, etc. Mais ce qui a fait le succès de votre antenne, c'est un certain tempo. Il faut essayer de le traduire sur le numérique. Il faut essayer de le retrouver. Moi, je ne vais pas, par exemple, me dire que le matin, il se trouve qu'on a un podcast qui fait un carton énorme qui s'appelle Affaires sensibles et que le moment où il y a le plus de gens qui utilisent la plateforme, c'est le matin. Donc, je vais mettre mon blockbuster le matin. Non, parce que ce que les gens aiment sur France Inter, sur France Culture, sur France Info, c'est le rythme de la matinale, c'est cette succession d'informations, d'analyses, de pied de... Je vais essayer de le retraduire tout en offrant une ouverture à ceux qui n'ont pas écouté la radio et qui ne veulent pas l'écouter parce que ça n'est pas ça. C'est ce chemin de crête, mais il faut trouver un tempo. On a un petit peu tendance à se dire que le digital, il n'y a pas de tempo, il n'y a pas cet usage-là et qu'on n'a pas à prévoir une grille comme on le fait sur l'antenne. Absolument, bien sûr que si, sauf qu'il y a plusieurs tempos parce qu'il y a plusieurs publics, mais il faut essayer d'articuler ça. Et donc, quel contenu va partir à quel moment, qui sur TikTok, qui sur Insta, qui sur le direct de la plateforme, qui en podcast et en avant-première, parce que comme vous êtes là en direct, autant vous dire que le prochain blockbuster de Colin, il arrive dans une semaine, mais à vous, on le met en premier. Enfin, c'est vraiment essayer de recréer ce tempo qui est quand même le cœur battant de l'antenne. Après, ce qui est vraiment formidable par rapport à ça, c'est qu'à la différence de la radio linéaire avant le digital, c'est qu'on a des chiffres. Hein. On peut regarder tous les jours, quand vous voulez, qu'est-ce qui marche, quelles sont les habitudes de consommation. Donc en fait, ça nous permet, nous, d'ajuster des posts de contenu sur les réseaux sociaux, on comprend mieux ce qui intéresse les gens le week-end, la semaine, et ça nous permet d'optimiser pour mieux toucher nos auditeurs. Oui, et là-dessus, il n'y a pas d'erreur, c'est pas comme un sondage, on sait réellement qui nous écoute. Et on peut aller plus loin, je crois qu'on peut savoir si ce sont des hommes, des femmes, la tranche d'âge. C'est très très précis, je crois, sur le digital. Mais cette remarque est capitale, parce que les mesures radio, je crois qu'on sera tous d'accord, et ça fait longtemps que dans la radio on le dit, l'outil de mesure il est totalement obsolète. Comme disait Erwan, quand arrivent les audiences, oui, il y a les fois où on sort le champagne, il y a les fois où on le sort moins et on se demande pourquoi on le sort moins, parce que on fait les réunions où on étudie une courbe. Ah, mais là, dans ce quart d'heure-là, c'est franchement pas précis, on le sait tous. On est dans le jeu où on est content quand c'est dans le vert et moins content que dans le rouge, mais au fond, on sait tous que l'outil est obsolète. Alors que là, il y a pas exactement comme tu viens de le dire, c'est nickel, c'est parfait. Nous, quand on regarde nos podcasts natifs, à un moment, on le fait toujours différents clubs français. Ah oui, quand c'est le PSG, quand c'est Marseille, quand c'est un tel, ça marche moins. Là, le public a envie de ça. Là, il marche pas du tout, mais est-ce qu'on continue quand même à le faire? Parce que c'est quand même pas rien, même s'il y en a peu. On peut s'adapter à la demande. Je trouve qu'il y a une connexion avec le public qui est parfaite. C'est une symbiose totale. Et ça, c'est une vraie satisfaction.
quand on a l'impression qu'on sait ce que veut le public, c'est comme si on échangeait avec lui. Ah ben là, il veut ça. Ah ben ça marche pas, ça. Alors que la radio, le soir, à part lire les remarques sur les réseaux sociaux, ouais, t'as dit ça, je suis pas d'accord, et hop, et bon, après, je vais pas faire. Tout le monde sait comment marchent les réseaux sociaux. C'est plus violent qu'autre chose. Et il y a une insatisfaction, il y a une frustration. Là, les chiffres, ils mentent pas, c'est parfait. C'est extraordinaire pour faire des études, pour connaître l'auditeur, l'auditrice. C'est nickel. Voilà. Cette data, elle permet peut-être enfin d'aligner ce qui a souvent été décalé dans les radios ou dans les entreprises médias même en général. C'est que soit c'est le marketing qui prend la tête de ce qui doit être fait, soit, et c'est très bien, moi je suis un homme de l'éditorial, je ne vais pas dire le contraire, mais c'est l'édito qui va entièrement, j'allais dire, au flair de ce qu'il faut faire. Enfin, le flair, même quand il est excellent, des fois il se plante, et c'est bien. Soit, là on peut réunir le marketing, le produit et l'éditorial. Ça veut dire aussi qu'il faut être capable de se parler. Qu'il faut être capable aussi quelqu'un de l'édito soit en capacité d'entendre que, écoute, franchement, regarde les datas, ça marche pas. Donc, ça veut peut-être pas dire qu'on arrête, mais peut-être qu'on va y mettre un peu moins d'efforts à essayer autre chose, que le marketing entende que l'édito a du flair, qui des fois, on fera toutes les études du monde. Toutes les études du monde n'auraient jamais trouvé un Guillaume Meurice, je pense. Ça n'existe pas. Et puis la data, et puis ceux qui font le produit, parce que concevoir une application ou un site de radio, c'est pas exactement comme concevoir l'application de Carrefour. C'est sans doute même encore plus compliqué à Carrefour parce qu'il y a un business immédiat. Mais il faut que tout ce monde se parle et il n'y a pas forcément une expertise qui prend le lead sur toute la proposition qu'on essaye de faire. Frédéric, tu voulais rajouter quelque chose ? Oui, ce qui est intéressant, c'est que la consommation de digital et même des radios linéaires en digital est tellement plus grande aujourd'hui et tellement explosée qu'en fait, regarder des courbes de comportement digital s'alignent de plus en plus avec celles elles sont de plus en plus fiables par rapport au comportement qu'on retrouve dans Médiamétrie parce que le poids est de plus en plus lourd dans le digital. Donc en fait, ça devient aussi un outil plus fiable pour la stratégie de la radio qu'avant, elle est très complémentaire de celle de Médiamétrie, qui nous permet justement d'ajuster des décalages, ou ce que décrivait Daniel, où tout à coup, boum, il y a un truc qui s'écroule et on ne sait pas très bien pourquoi. Complémentaire, d'accord, mais est-ce que vous trouvez des grandes différences entre les sondages Médiamétrie et les sondages, non, la réalité du digital ? Est-ce qu'il y a des différences sur les chiffres ? Ça apprend des choses que les audiences radio ne pourront jamais nous apprendre. Par exemple, moi, une des choses que je regarde de plus près, c'est le taux de complétion. On crée beaucoup de podcasts en série. Évidemment qu'on va regarder le nombre d'écoutes totales, c'est hyper important. Mais par exemple, quand Philippe Collin sort son podcast sur l'affaire Dreyfus, vraiment une des choses moi que je regarde, la première, c'est évidemment si ça marche pas, c'est ce qu'on est dans les courbes de d'habitude, mais c'est combien de personnes ont écouté le premier épisode, sont toujours là au deuxième, sont toujours là au troisième, parce que ça change tout. La façon de faire cartonner un premier épisode, on a un certain nombre de recettes qui font que, mais c'est combien reste après, une fois qu'on a enlevé tous les leviers je l'ai mis partout au maximum, j'en ai parlé dans tous les coins, j'ai tabassé à l'antenne avec, vraiment il est au maximum de ce qu'on peut faire. Bon, si ça marche pas là, c'est pas bon signe. Mais c'est pas parce que ça marche là que c'est bon signe. Ce qu'il faut savoir, c'est les gens qui restent. Et ça, ce taux de complétion, ça nous a permis de faire, nous, beaucoup de choses. Ça doit jamais uniformiser, mais ça nous a permis de savoir que, grosso modo, entre 20 et 25 minutes, c'est le moment où vous allez sans doute perdre des gens sur la suite. Ça ne veut pas dire qu'il faut faire que des épisodes de 20 minutes. Ça veut dire que d'abord, si vous en faites un de 50, demandez-vous si ça peut être 2 fois 25, s'il n'y aurait pas quelque chose à y gagner. Et si vous décidez de faire 50, ce qui peut être totalement légitime, c'est le moment où il doit se passer quelque chose dans l'écriture. Vers la 25e, il doit y avoir un cliffhanger. Surtout pas de la musique à ce moment-là, parce que c'est une magnifique porte de sortie et j'adore la musique. Mais la musique, quand on l'aime pas, on s'en va et là vous perdez les gens un peu comme à l'antenne. Mais ça veut dire qu'à ce moment-là, qu'est-ce que j'ai de nouveau ? Qu'est-ce qui fait que ça fait 20 minutes que vous êtes avec moi et que vous allez rester ? La data, elle vous permet des choses comme ça qu'on n'a absolument pas sur l'audience radio. Oui, c'est une approche, ça aide beaucoup sur le qualitatif, en fait, de mieux comprendre. Nous, par exemple, une émission qui s'appelle Le Score tous les soirs, on a des invités tous les jours. Ça nous aide quand on regarde sur les 3 à 4 derniers mois, qu'est-ce qui a le mieux marché, qu'est-ce qui a été le plus écouté le plus longtemps. Ça nous permet d'ajuster aussi, de mieux comprendre notre audience et de pouvoir réagir ou pas d'ailleurs, mais en tout cas de savoir ce qu'on doit, ce qui marche et ce qu'on peut changer dans l'émission. Donc je suis assez d'accord. Quelles seront les tendances à l'avenir dans le digital si on se projette en 2030 ? Ça arrive vite, c'est dans 5 ans. C'est dans 5 ans. Comment, chacun de vous, comment vous imaginez
l'avenir sur le digital? Allez, je me lance. La retraite. Je me lance. Moi, évidemment, la question de l'intelligence artificielle va être très forte parce qu'elle va créer des choses qui vont venir directement nous concurrencer. Nous, on a fait le choix de partir, par exemple, sur un algorithme de service public. On parlait de Netflix tout à l'heure. Nous, on veut jouer le contraire. On veut jouer plutôt vous venez parce que vous connaissez quelque chose et on va vous emmener pour découvrir des choses que vous ne connaissez pas, plutôt que de faire comme moi. J'ai bien aimé Narcos et pendant 6 mois, on ne me propose que des trucs sur la drogue, qui est quand même pas ma passion quotidienne. Les sortir de leur bulle. Et en fait, au départ, c'est peut-être un peu contre-intuitif sur le succès immédiat, mais les gens reviennent quand on les a fait sortir de leur bulle et qu'on leur a fait découvrir autre chose. Et le deuxième, là, et c'est lié à l'IA, ça va être la révolution du search. Là, pour le coup, il est en train de se passer quelque chose dans ce qui est sans doute pour une énorme partie la première porte d'entrée des internautes pour arriver jusqu'à chez nous, passer par Google. Les jeunes générations n'utilisent plus, mais utilisent de moins en moins Google. Ils utilisent TikTok. Pour les plus jeunes, ils utilisent les IA pour faire des recherches. Google reste quelque chose de très fort, mais qu'on a mis beaucoup de temps à peu près à appréhender. On a quand même des équipes qui essayent de comprendre tout le temps ce qui se passe sur l'algorithme. Là, on est carrément sur un changement d'usage. Et l'investissement de Google face à ça n'est pas neutre. S'ils en mettent autant, c'est que eux-mêmes savent qu'il est en train de se passer quelque chose. Si les gamins d'aujourd'hui, qui seront nos auditeurs de demain, passent par ChatGPT ou n'importe quelle IA générative et qu'elle lui propose une réponse et non plus un chemin vers des sites, comment est-ce qu'on les fera arriver jusqu'à nous? Là, il y a quelque chose qui va être absolument essentiel de découvrabilité. On peut se faire invisibiliser très vite, donc il faut qu'on y soit très attentif. Alors justement, le digital, c'est l'IA, évidemment. Forcément, ça viendra très vite, c'est déjà là. Et en radio, on va toucher du bout du doigt cette nouvelle technologie. Vous l'utilisez, vous, aujourd'hui? Oui, alors on l'utilise essentiellement comme un outil. Sur de nombreux sujets, du sous-titrage, de la traduction, des choses comme ça. On expérimente sur aussi beaucoup de points qu'on n'a pas forcément tous lancés aujourd'hui. Pour nous, c'est vraiment une aide, évidemment, comme un peu tout le monde, hein, c'est-à-dire d'avoir un sparring partner et de pouvoir travailler plus efficacement. Je pense qu'il y a une manière dont ça, effectivement, va influencer, mais aussi les réseaux sociaux vont influencer l'éditorial. Quand on voit déjà comment les contenus snackés, toute la génération de contenus natifs, bruts, combinés ont quand même influencé aussi les radios, les manières dont on coupe les vidéos. C'est-à-dire qu'il y a quand même probablement une direction que vont prendre les contenus de plus en plus courts, de plus en plus efficaces, mais aussi en parallèle de plus en plus longs. Et nous, on essaye d'alterner ça. Et l'IA va jouer son rôle là-dedans, évidemment. Pour l'instant, à moins que ce soit un secret et qu'on ne m'ait pas mis au courant, l'intelligence artificielle n'est pas arrivée dans l'afterfoot. Oui. Maintenant, je crois qu'on m'a montré discrètement un jour, à la suite d'un match, j'ai demandé à l'intelligence artificielle ce qu'aurait dit Daniel Riolo après ce match, et un texte est sorti. J'ai eu peur, j'ai pas voulu le lire. Je me suis dit, ne me montrez pas ça pour l'instant, parce que si ça arrive et si c'est vrai, et si oui, ça peut être comme ça... Cela dit, d'ici 2030, ça peut évoluer. C'était comme... Et comme je le disais à moitié en rigolant, en 2030, je ne serai peut-être plus là. mais oui, si ça se substitue aux commentaires d'un journaliste post-événement, je vous avoue que c'est une sorte d'inconnu face à laquelle je n'ai pas de réponse. Je ne suis pas particulièrement peureux, craintif par rapport à ça. J'ai bien compris les enjeux, j'ai bien compris l'aide que ça pouvait apporter, même dans une rédaction, ça a été évoqué. Maintenant, dans le commentaire, dans l'analyse d'un événement, là, ça me laisse pensif. Je vous avoue que je vous répète, j'ai presque un peu peur de ce que ça peut donner, mais j'ai pas de réponse en fait. Je sais pas. On a écouté là tout à l'heure des animateurs. J'ai entendu, j'étais là. Il disait qu'il fallait pas avoir peur, donc il m'a rassuré un petit peu. Mais... C'est bluffant quand même. Alors à la fois ça fait peur, mais c'est bluffant. Non? C'est pas bluffant? Oui, bah. Après, il faudrait peut-être tenter le coup. Un soir, je vais essayer de le lancer, je vais me taire, je vais laisser parler l'IA. S'il dit exactement ce que j'aurais pu dire, moi, je rentrerai à la maison. C'est bluffant. Moi, j'aurais tendance à me dire qu'on va surtout essayer de l'utiliser là où on n'est pas fort.
Alors, c'est pas derrière le micro qu'on sait pas faire. Ça présentera pas l'afterfoot, ça tiendra jamais. Ou alors il va falloir faire, pour ceux qui ont utilisé un petit peu d'IA, il va falloir faire des prompts qui prendront aussi longtemps à préparer que l'émission elle-même. Donc je suis pas sûr que le gain soit excellent. En revanche, pour tout ce qui n'est pas notre métier de base, qui demande un effort, soit un investissement pour avoir des gens très très spécialisés mais qu'on peut rarement se payer, soit pour pouvoir industrialiser des choses dont on a besoin. On parlait tout à l'heure quel conseil on donnerait aux podcasteurs, c'est de soigner leur découvrabilité. Ça passe par exemple par une production de visuels absolument mais vraiment centrale. Quand vous voyez à quel point les youtubeurs soignent leur visuel, presque la nouveauté, le nouveau design qui a été créé à partir des vignettes YouTube qui est absolument essentiel, c'est pareil. Aujourd'hui, moi je vois passer, il se trouve que comme je fais une chronique sur les podcasts, j'en écoute beaucoup produits ailleurs de chez nous. J'en écoute beaucoup de chez nous, mais aussi ailleurs de chez nous. Très souvent, je tombe sur d'excellents podcasts, donc je me dis dès le visuel, mais si moi, j'avais pas eu à écrire une chronique pour conseiller un podcast, je serais jamais rentré dedans. C'est pas clair, ça me saute pas aux yeux. J'ai 15 secondes sur l'écran d'un smartphone et on me fait un visuel très poussé avec un tout petit titre, parce que oui, mais les gens, ils connaissent déjà le sujet. Non. Les gens, ils sont submergés de propositions. Donc, on a 3-4 secondes pour les accrocher. Un titre clair, pas un titre en jeu de mots. Je lis Libé depuis que je suis gamin. Il se trouve que ça, c'est quelque chose que les IA et ne sauront pas très très bien faire et que Google n'aime pas. C'est ce titre en jeu de mots, parce que le jeu de mots, c'est hyper agréable pour se parler, mais ça demande une connivence d'entrée de jeu. Quand on veut être facilement découvert, il ne faut pas être déjà dans de l'a priori qu'on partage quelque chose. Il faut qu'on dise très très clairement de quoi c'est. Bref, nous on utilise un peu d'IA, déjà, très concrètement, pour travailler les textes, parce qu'il se trouve que Internet reste quand même, pour le moment, avant tout un média de l'écrit. C'est-à-dire que tout ça passe par un endroit où il faut écrire ce qu'il y a dans l'émission, il faut écrire ce qu'il y a dans le podcast pour donner envie, pour que ça soit bien référencé et donner envie d'écouter. Ça nous aide, parce que c'est vrai que quand on a écrit 20 pages dans la journée de texte à propos de podcast ou d'émissions, on est peut-être un chouille moins performant sur le bon titre le soir. Et on a une IA qui nous propose des titres. Elle ne le fait pas toute seule, elle ne le fera jamais toute seule, mais elle nous en propose, et de temps en temps, moi je suis obligé de reconnaître qu'elle propose un meilleur titre que ce à quoi j'avais pensé. Et si jamais on l'utilise, on le notifie toujours, le contrat doit être très clair. Alors moi j'ai l'impression que la nouvelle génération, les jeunes d'aujourd'hui, les moins de 30 ans, les moins de 20 ans, sont toujours sur le digital, même pour la radio, même pour les podcasts, même pour les vidéos. Et je me dis, peut-être que je me trompe, vous allez répondre à cette question, est-ce qu'on peut voir un avenir dans la radio 100% digital en fermant la FM? La FM viendra à être fermée dans quelques années en France, évidemment, pour le DAB+. Mais est-ce que finalement, à part dans la voiture, est-ce que la FM et le DAB+ a un avenir, alors que finalement, tout le monde est sur le digital avec son téléphone partout, sur la box Internet, sur l'ordinateur au travail? Oui, mais moi, il se trouve que j'habite, comme mon prénom l'indique, une partie de la semaine en Bretagne, malgré le fait que je travaille à Radio France. Je peux dire que je suis parti de Rennes ce matin. Il y a des gens qui n'ont plus d'électricité et qui sont très contents d'avoir encore un poste en FM, etc. Oui, la FM va disparaître sans doute, mais on n'y est pas. Hein. On n'y est pas. Regardez, je lisais ce matin dans la Tribune de Genève, justement, dans le TGV qui m'amenait là, un papier qui disait que la RTS aurait perdu un tiers de ses auditeurs en coupant un peu brutalement et un peu vite la FM pour passer sur le DAB+. Je pense que c'est encore vraiment trop tôt pour se poser pour se dire qu'on va couper la FM. Ça me paraît quand même être encore massif. Notre objectif, c'est ce que je disais au début, c'est en revanche de se dépêcher de donner à tous ces gens qui nous écoutent sur la FM l'habitude de nous écouter sur nos supports digitaux, pour que le jour où je ne sais qui tournera le bouton pour de bon, arrêtera les pylônes, etc., parce que c'est aussi une question d'argent, hein, le réseau de distribution FM, il coûte à une radio, et on le sait, ce jour-là, ils aient déjà l'habitude de. Mais on est encore dans cette phase-là, on n'est pas encore à la fin. Oui, pour nous aussi, aujourd'hui, en plus, une radio comme Nova qui a 31 fréquences ou 30 en France a encore besoin d'avoir cette exposition. On sait à quel point c'est crucial. On vient de gagner une fréquence à Toulouse. Et on sait à quel point c'est crucial pour la visibilité, la disponibilité. En fait, aujourd'hui, le fait qu'on soit disponible dans les postes, dans les voitures, est encore essentiel. Et on a, je suis d'accord avec Erwan, probablement qu'un jour, très certainement, ça sera fini tout ça, mais le trajet est long. Et d'où l'importance d'asseoir la marque. Alors, Radio France, c'est une marque
enfin toutes les marques de Radio France sont très fortes, mais les Radio Nova aussi. Et donc nous, on est vraiment on a revu un peu toute l'identité visuelle aussi de la radio en mettant vraiment mieux en avant justement la visibilité, l'attribution et la reconnexion avec la marque pour que on puisse être vraiment reconnu très facilement sur tout support pour optimiser notre transition. Mais la FM aujourd'hui est essentielle. Merci à vous tous. On aura évidemment plein de choses encore à se dire. On pourrait y passer encore 1 heure, mais bon, voilà, l'heure tourne et il y a d'autres invités. On va vous préparer une petite vidéo. Et puis, je vais laisser la parole à Frédéric, qui va prendre ma suite. Merci à vous 3.